Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle partie de Carte Aventura. Et cette fois-ci, c'est le scénario Mexica que nous allons faire. Donc, nous allons partir sur les traces d'une jeune femme qui a été enlevée visiblement par Cortés le Conquistador euh, et qui va être effectivement confrontée à un dilemme. Doit-elle privilégier sa propre survie et servir Cortés ou au contraire sauver son peuple et l'aider. Donc toujours pareil, hein, je ne vous refais pas l'affront de vous réexpliquer encore une fois comment fonctionne ce jeu. Il y a eu suffisamment de vidéos sur la chaîne. Et on attaque immédiatement. Alors, les Aztèques contrôlent de plus en plus de territoires depuis leur capitale Mexico-Tenochtitlan. Ils pillent, affament et réduisent en esclavage les populations locales. 1519, vous venez de rejoindre Veracruz, une nouvelle cité que sont en train de bâtir les Espagnols sur la côte. Vous découvrez avec crainte ces étrangers vêtus d'argent. Ils parlent fort, se lavent rarement et invoquent avec ferveur un cadavre sur une croix. Ils se déplacent assis sur des animaux étranges et ont des armes qui crachent du feu et qui peuvent tuer de loin. Leur chef est Hernán Cortés, un homme futé et retors qui manipule les uns et les autres pour arriver à ses fins. Il veut absolument rencontrer Moctezuma II, l'empereur aztèque, pour le convaincre de se rallier au roi Charles Quint. Il espère ainsi collecter de l'or et des pierres précieuses et conquérir de nouveaux territoires pour la couronne afin d'y propager la religion catholique. Donc je défausse cette carte et je pioche la 4. Nous voici partis. Alors, que va-t-il se passer? Vous êtes Malinali et vous venez d'avoir 18 ans. Vous avez été élevé par votre père pour lui succéder comme cacique, chef de la cité. Mais à sa mort, vous avez été vendu comme esclave. Vos anciens maîtres viennent de vous offrir en cadeau de bienvenue au conquistador. Couché sur une natte posée à même le sol dans une cabane sordide et entouré d'une vingtaine de femmes mayas inconnues, vous vous laissez aller au désespoir et implorez votre dieu préféré. Talok, oh Talok, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi as-tu changé mon destin? Pourquoi m'as-tu envoyé vers ces hommes blancs venus de la mer? Pourquoi? Accablé de travail toute la journée, vous êtes contraint de cuisiner, de nettoyer et de porter des pierres et de la terre pour bâtir de nouvelles maisons, sans cesse bousculées par vos gardiens. Vous ne parlez ni maya ni espagnol et personne ne parle votre langue, le popo loca. Vous n'avez qu'une idée, vous échappez et retournez dans votre village natal. Nous retournons cette carte. Vous vous rebellez souvent, ce qui vous vaut d'être encore plus maltraité que les autres. Vous maudissez les étrangers et souhaitez les voir disparaître. Cependant, vous observez tout avec attention. Comment est rythmée la journée? Où sont postés les gardes? Vous repérez aussi les différentes issues et la configuration de la ville. Veracruz est construite sur les ruines d'un village et est entourée d'une palissade qui semble infranchissable. À chaque occasion, vous vous éloignez un peu plus de vos gardiens pour explorer une autre partie de la cité. Mais vous ne pouvez jamais vous absenter longtemps car les soldats sont vigilants. Un jour, on vous envoie déposer du linge propre dans la grande maison de leur dieu. Vous remarquez un petit temple détruit et une jeune esclave maya pleurant à chaudes larmes. Plus loin, des gens attroupés regardent quelque chose silencieusement. Que se passe-t-il? Alors on défausse cette carte, on retourne à 2, ça c'était les règles, on s'en fout, et on pioche la 7. C'est parti. Hop là. Et bien voilà. Ça y est, notre aventure commence. Donc, regardez. Encore une fois, hein, je le dis à chaque fois, mais ces illustrations pastel sont vraiment de toute beauté. 9 et 8 autour. Allez, c'est parti. Hop. Alors, la 9 est en haut et nous aurons la possibilité de nous approcher de l'attroupement. J'ai l'impression qu'il y a un prédicateur là. Dans ce cas, je retournerai cette carte si je le fais. Et la 8, parler à l'esclave Maya, la pauvre, elle a l'air vraiment... et je retourne cette carte. Bah, écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais parler à l'esclave Maya.
Les Espagnols, ces barbares ignorants, ont profané un lieu de culte, détruisant tout dans leur folie et pillant l'or des offrandes et des ornements. L'esclave est en pleurs devant les débris d'une statue de pierre. Vous ne parlez pas sa langue, mais vous reconnaissez cette idole brisée. C'est la représentation d'Ismana, le dieu soleil des Mayas, créateur de tous les hommes et seigneur du jour et de la nuit. Vous parlez gentiment à la jeune femme. Tu ne peux pas rester ici. Si les gardiens te repèrent à ne rien faire, tu seras puni et peut-être même fouetté. Viens, suis-moi. Elle vous regarde intensément, mais elle n'a pas compris un seul mot. Vous tentez de la relever, lui faites signe de vous suivre sans succès. Perdue dans son chagrin, elle se recroqueville à nouveau sur le sol. Désemparée, mais craignant les représailles des étrangers, vous partez sans avoir réussi à la mettre à l'abri. Retournez cette carte. Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on va avoir une nouvelle mécanique, parce que c'est rare de remettre une carte sur son côté. En plus, vous avez vu, il y a des petites icônes là. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, de chaque côté, il y a des petites icônes. Je pense que ça va avoir une signification, ce truc-là. Bon, bah, j'ai pas le choix. Du coup, il faut que je m'approche de l'attroupement. Et je retourne cette carte. Au centre, le chef des étrangers parle, ou plutôt hurle. Visiblement très en colère, il est effrayant. Deux Espagnols sont agenouillés face à lui, les mains liées et l'air accablé. Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Un homme habillé de noir s'approche et leur fait embrasser une croix en bois. Puis des soldats les saisissent, leur passent la corde autour du cou et les poussent dans le vide. C'est fini, ils sont morts. Chacun repart tranquillement. Devant une telle sauvagerie, vous êtes prise de panique et partez en courant au hasard. Dans votre fuite, vous apercevez une cabane abandonnée sur un chantier de construction. Derrière un tas de pierres et de gravats est appuyé contre une palissade. Derrière, pardon, un tas de pierres et de gravats est appuyé contre la palissade d'enceinte. Évidemment, vous êtes tout de suite repéré et ramené brutalement à vos gardiens. Soupçonné d'avoir voulu vous échapper, vous restez attaché plusieurs jours dans une pièce isolée. Une fois libéré, vous reprenez vos tâches quotidiennes, encore plus déterminé à fuir ces barbares. Remplacez cette carte 9 par la 10. Eh bien, écoutez, pour l'instant, pardon, on n'a pas de chemin très net, hein. On n'a pas 36 options, hein. Donc là, maintenant, c'est explorer la cabane. Oui, il me demande de piocher la 11. Bah écoutez, je vais le faire, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc je pioche la 11. Voyons voir ce que nous révèle cette cabane. Ce soir, vous êtes plus que jamais déterminé. Vous venez de subir une semaine d'isolement et d'humiliation et votre rage est immense. Les gardes vous ont chargé de porter du ravitaillement aux Espagnols sur les chantiers de construction. Après votre tournée, au lieu de rentrer aux cuisines, vous rejoignez la cabane et vous vous y cachez. On ne devrait pas remarquer votre absence avant un long moment. Le cœur battant et les sens en alerte, vous attendez sans bouger que les bruits de la cité s'éteignent tranquillement. C'est bon, vous pouvez sortir. Vous grimpez sur le tas de pierres, il devrait être assez haut pour vous permettre de passer le mur. Vous atteignez presque le sommet, mais l'empilement instable s'effondre sous votre poids et vous dégringolez dans un grand fracas. À peine consciente, vous entendez les soldats qui arrivent au pas de charge, vous saisissent, vous ligotent et vous emmènent à travers les rues sombres. Retournez cette carte. Quel démarrage, mes amis! À moitié traîné, à moitié porté, vous perdez le fil et ne savez plus où vous êtes. Soudain, on vous lâche brutalement sur le sol. Vous levez la tête et Hernán Cortés est devant vous. Ses yeux noirs vous fixent en silence. Il est plus petit que vous ne le pensiez et vous remarquez qu'il boite, mais il est toujours aussi effrayant. Qu'est-ce qu'il va vous faire? Tout à coup, il se met à parler, tellement vite que vous ne comprenez pas un seul mot. Deux hommes déchirent votre tunique et vous fouettent jusqu'au sang. Puis ils vous saisissent et vous ramènent à vos gardiens. Vous êtes jeté sur une paillasse, toujours dans le noir, ensanglantée et fiévreuse. Avant de vous évanouir, vous hurlez. Tant que je ne serai pas morte, je continuerai à tenter de m'évader. Quelques jours plus tard, une Espagnole, Donna Lucia, venue chercher une esclave pour travailler chez elle, vous prend en pitié et vous emmène dans sa maison où elle vous soigne avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Retournez 10 et défaussez cette carte. Eh bien, enfin quelqu'un de sympathique parmi toute cette bande de brutes de conquistadors. Alors, durant votre convalescence, vous avez le temps de réfléchir. Je dois absolument changer d'attitude. Pour m'échapper, il faut que je devienne irréprochable afin de gagner en liberté et aussi que je sollicite l'aide de Taloc. Dorénavant, vous obéissez sans rechigner. Humble et docile, vous êtes l'esclave modèle. Chaque jour, vous accomplissez vos tâches sans un soupir. Baissez la tête lorsqu'on vous donne un ordre et prenez soin de Donna Lucia. En récompense de vos efforts, elle vous enseigne l'espagnol. Petit à petit, vous avez de vraies conversations. Vous devenez pour ainsi dire sa dame de compagnie.
Un enfant blond rend visite tous les jours à votre maîtresse. Vous l'aimez bien. Depuis le début, il vous respecte comme si vous étiez une femme importante. Le prêtre vient souvent parler de son Dieu et voudrait vous baptiser. Cortés est lui aussi régulièrement invité. Vous le découvrez sous un autre jour, plutôt courtois. Il s'intéresse à vous et vous interroge sur les coutumes locales. Remplacez cette carte 10 par la 12. Et là, pour le coup, eh bien, nous avons 13 et 14. Voilà. 13 et 14. Alors, on s'est infiltré dans la ville, si j'ose dire. Ça va nous offrir de nouvelles possibilités, oui, et pas qu'un peu. Ici, nous pourrons demander l'aide de Talok pour nous évader. On retournera cette carte. Ça pourrait être intéressant. Ici, Talok, du coup. Mais ça continue au nord, regardez. Nous avons la carte 13 qui nous donne 16 et 15. Donc là encore, vu que notre aventure a l'air de plutôt partir vers le nord, ça me semble assez évident. On va descendre tout ça pour s'offrir de la place sur le playmat. Donc 16 et 15, eh bien, qui seront des cartes action. Et nous pourrons donc en 16 tenter de séduire Cortés. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, mais bon, why not? Tenter de séduire Cortés, ou en 15, accepter le baptême. Waouh, une sacrée conversion. Bon, séduire Cortés. Ce type est un salopard, j'ai pas franchement envie de... Non, et puis pour gagner quoi? Non, 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 non. Accepter le baptême. Demander l'aide de Talok. Allez, je vais rester fidèle à mes traditions. Je vais demander l'aide de Talok pour m'évader. Alors que vous accompagnez Donna Lucia en promenade au bord de l'eau, vous vous écartez discrètement pour demander à Talok de vous aider à vous évader. Si vous avez la turquoise, je ne l'ai pas, hélas. Sinon, depuis toujours, Talok vous a transmis des conseils chaque fois que vous le sollicitiez en apparaissant lorsque vous dormiez. Mais vous avez beau lui offrir avec dévotion des graines d'amarante, il reste muet. Pourquoi ne veut-il pas vous aider? A-t-il d'autres projets pour vous? Piochez 18 et défaussez cette carte 14. J'aurais peut-être dû faire d'autres choses avant, mais bon. Donna Lucia vous appelle depuis la rave. Elle est très rouge et semble sur le point de suffoquer. Elle porte tellement de vêtements. Vous l'emmenez jusqu'à un petit bassin isolé de la rivière. Vous lui expliquez que tous les autochtones procèdent ainsi aux soins du corps tous les jours. L'Espagnole hésite, mais sa curiosité est la plus forte. Un peu gênée, elle se retrouve en jupon et camisole dans l'eau. Vous déterrez une racine de saponaire que vous écrasez entre deux pierres avec quelques fleurs. La mousse qui s'en dégage a une odeur agréable. Vous la lavez avec votre préparation et la voyez petit à petit se détendre. Après un soupir, elle vous remercie. C'est tellement agréable. Chez nous, nous craignons d'ouvrir la porte aux maladies. Aussi, nous ne lavons que le visage et les mains. Je crois que je continuerai à prendre des bains avec vous. Malgré votre envie folle de retrouver votre liberté, ce temps d'intimité avec votre maîtresse vous a fait du bien. Rangez cette carte 18 dans la pioche. Ah, ça c'est bien. Alors ça c'est étonnant ça. Regardez le truc. Je la range dans la pioche, c'est bien ce qu'il me dit. Encore une nouvelle mécanique, c'est fou. Chaque partie de ce jeu nous apporte des choses nouvelles. Bon, parler avec la Maya, je peux pas faire, je l'ai déjà fait, ça me donne rien. Il me reste séduire Cortés, ça me fait chier. Bon, je vais accepter le baptême. Je vais piocher la 17. C'est pas terrible, mais bon. Le prêtre a l'air si content. Il vous plonge dans l'eau et vous relève en vous embrassant. Je vous baptise Marina. Vous pensez Marina? Pourquoi changer mon prénom? Je m'appelle Malinali. Mais Donna Lucia a les armes aux yeux et Cortés sourit aux anges. Il vous passe au cou une petite médaille en forme de croix et dit: Maintenant vous êtes sauvés. De quoi? Cela vous échappe un peu. Mais vous n'oublierez pas vos dieux pour autant. Soudain, un lieutenant vient annoncer que des Aztèques menaçants viennent d'arriver. Le chef des Espagnols vous dit aussitôt: Marina, je sais que votre père parlait le mahual, la langue de Mexico. Comment faire pour apaiser ces visiteurs? Vous êtes touché qu'ils vous demandent votre aide. Vous avez déjà rencontré des envoyés de Moctezuma. Aussi, deux idées vous viennent à l'esprit. Soit faire une démonstration de force, soit leur offrir un manteau de plumes. La démonstration de force pourrait mal tourner. En même temps, c'est ce qui conviendrait le mieux à Cortés, je pense. Donc non, je vais défausser cette carte, leur offrir le manteau de plumes. Défausser cette carte et retourner la 15.
Et nous allons bien voir ce qui va se passer. Alors, miroir d'obsidienne. En donnant ce manteau orné de plumes sacrées, vous gagnerez le respect de vos visiteurs, et ils accepteront plus facilement de négocier avec vous. Heureusement, les Aztèques apprécient le cadeau. L'un d'eux vous glisse même dans la main un petit miroir d'obsidienne au moment de partir. Il croise l'enfant blond, le regarde avec crainte, puis s'éloigne en hâte. Voir ces valeureux guerriers avoir peur d'un gamin vous intrigue. Pendant ce temps-là, un de leurs hommes postés à l'écart a dessiné tout ce qu'il voyait sur du papier d'amat. Cortés, quant à lui, est content de vos conseils. Il vous assure qu'il fera à nouveau appel à vous. Vous venez de désamorcer un conflit qui aurait probablement fait des victimes dans les deux camps. Bon, je pense que j'ai bien fait. Je garde ce miroir, et il me dit de retourner la 13. Du coup, ça va m'offrir de nouvelles possibilités, puisque j'aurai 20 et 19 qui viendront ici. Donc nous allons les mettre en jeu immédiatement. 19, 20. Encore une belle aventure. Alors, je peux rejoindre cet enfant blond. Pourquoi pas. Ou sinon, discuter avec le dessinateur. Et regardez, j'ai encore des symboles aztèques sur la carte. Ça, c'est bizarre. Je vais tenter le coup, mais j'ai l'impression que ces cartes-là, je les lis et je les remets. On va voir, hein, mais bon, de toute façon, je vais quand même le faire. Je discute avec le dessinateur. Et voyez, regardez, je la retournerai à nouveau, c'est ça. Donc, dès qu'il y a ce symbole, en fait, on lit une information, mais on retourne, j'ai l'impression. Dès votre première rencontre, vous avez remarqué un homme à l'écart des employés de l'empereur Moctezuma. Toujours muni d'écorces de figuier pliées en accordéon et de couleurs, il ne participe pas aux négociations, mais retranscrit tout ce qu'il voit dans des dessins très réalistes. Les chevaux, les armes, les conquistadors ou les femmes espagnoles, rien ne lui échappe. Vous apparaissez même sur certains croquis. Comment fait-il pour tout saisir aussi vite ? En quelques traits, il reproduit très fidèlement n'importe quelle scène. Vous voudriez parler avec lui et lui demander de vous montrer plus d'images, mais il ne parle pas popoloca et encore moins espagnol. Vous restez là à tenter de vous expliquer par gestes, mais en vain. Au moins, il ne vous a pas repoussé. Il est un peu différent des autres Aztèques, un peu moins dur ou méprisant, plus abordable. Peut-être parce que c'est un artiste. Retournez cette carte. Bon, je vais aller voir cet enfant blond. Donc je pioche 21 et 22 quand même, hein, quand je rejoins l'enfant blond, c'est pas rien. 21 et 22. Alors 21. Juan. Vous aimez bien ce petit espagnol, il est si attachant. Au cours de vos conversations, vous découvrez qu'il est arrivé comme mousse sur l'un des navires de Cortés. Sa vie n'a certainement pas été facile, au milieu de tous ces hommes rudes. Malgré tout, il a gardé sa gentillesse et sa curiosité d'enfant. Le chef des conquistadors l'a pris en affection et le protège de près. Mais il n'a que peu de temps à lui consacrer. Souvent, Juan vous fait de la peine. Il n'a que 12 ans et est le seul garçon de son âge. Il est sans cesse à la recherche de gens avec qui passer un moment ou discuter. Parfois, vous le trouvez planté au milieu de nulle part, immobile, le regard perdu vers l'horizon. Donc, une carte qu'on va conserver. Ce sera peut-être utile à un moment donné, j'espère en tout cas. Et la 22. Vous l'initiez à un jeu de votre enfance. À l'aide d'un lancer de haricots, il faut avancer sur une grille tracée dans le sable et bloquer son adversaire. Juan rit beaucoup. Il est vif d'esprit et chaleureux, et sa présence allège votre captivité. Soudain, il se précipite vers une délégation de Colula qui vient d'arriver. En voyant l'enfant, il se fige, puis le couvre d'attention. Ils semblent très amicaux, peut-être même un peu trop. Ils invitent les conquistadors à les suivre chez eux, leur promettant de leur offrir de l'or et de faciliter leur rencontre avec Moctezuma. Vous savez qu'au centre de leur cité se dresse un temple consacré à Quetzalcoatl. Vous aimeriez le voir, mais craignez la réaction de Cortés. Est-ce qu'il fera démolir l'édifice ? Cela provoquerait immanquablement la colère des habitants et conduirait au massacre des Espagnols. Alors, soit je conseille à Cortés d'y aller, soit je lui raconte que Colula est pauvre. Moi, je vais faire ça, on va les protéger quand même. Donc, je défausse la 19 et je retourne cette carte. Donc, je défausse la 19 et je retourne cette carte.
Vous lui mentez en lui racontant que vous connaissez Colula, que la ville est pauvre, constamment mise à sac par les habitants de Mexico, et qu'ils n'ont certainement pas les moyens de lui offrir de l'or ou de les aider. Selon vous, il cherche probablement à attirer les conquistadors dans un piège. Cortés vous écoute et fait aussitôt appeler les émissaires avec diplomatie. Il les remercie vivement pour l'invitation, mais les renvoie chez eux, après leur avoir offert quelques babioles espagnoles. Il préfère prendre une route plus directe pour Mexico, mais assure le cacique de Colula de sa reconnaissance. Au moment de partir, la délégation lui tend un coffre rempli de pierres précieuses. Cortés comprend que vous lui avez menti. Bah évidemment, ils sont cons, les autres, c'est pas possible. Et se fâche terriblement. Il vous fait emmener par les soldats et jeter dans une pièce fermée. Vous avez peur d'avoir perdu sa confiance à jamais. Retournez 27 si vous l'avez, sinon piochez 27 et défaussez cette carte. Je n'ai pas 27, donc je pioche la 27. Ah putain, mais c'est pas possible, mais quelle andouille les autres de lui avoir filé de l'argent alors qu'ils sont même pas foutus de comprendre ce que je suis en train de faire. C'est invraisemblable, quoi. Mise en garde. Cortés ne vous adresse pas la parole pendant plusieurs jours. Il se méfie maintenant de tout ce que vous pouvez dire ou faire, allant même jusqu'à tourner le dos lorsque vous tentez de lui parler. Vous retournez chez votre maîtresse et la routine reprend. De temps à autre, Juan et Dona Lucia tentent de plaider votre cause auprès du conquistador, mais celui-ci hésite à vous pardonner. Vous reprenez vos tâches, montrant votre bonne volonté en travaillant dur et rendant de multiples services. Finalement, vos relations se détendent et la confiance revient petit à petit. Vous avez failli perdre le peu de liberté que vous aviez. Mise en garde, donc ça veut dire qu'à mon avis, j'aurais pas le droit, surtout que l'autre carte me disait que si je l'avais déjà, je la retournais. Je pense que ça va sentir le pâté si je fais encore un truc qui déplaît à Cortés. De toute façon, j'ai pas le choix, je vais tenter de le séduire parce qu'il me reste plus que ça. Retournez cette carte 16. Vous remarquez que Cortés n'est pas insensible à votre charme. Chaque fois que vous le croisez, vous faites mine de vous intéresser à lui en posant de nombreuses questions sur sa vie, ses goûts. Il adore parler de lui. Maintenant, il vous fait convoquer régulièrement pour vous présenter ses projets, vous demander de l'accompagner dans ses déplacements ou simplement partager une collation. Il se laisse parfois aller à vous prendre la main ou à vous effleurer la taille, mais vous faites semblant de ne vous apercevoir de rien. Vous êtes étonné. Malgré le fait que vous soyez une esclave, il ne vous contraint pas, vous traitant même avec courtoisie. Dorénavant, vous ne travaillez quasiment plus chez Dona Lucia et pouvez vous promener librement dans la cité. Même les soldats se sont habitués à vous voir déambuler au gré de vos envies. C'est ce que vous cherchiez, ne plus attirer les regards et être libre de vos mouvements. Remplacez cette carte 16 par la 25. Moi, j'aurais peut-être dû faire ça dès le début, finalement. Mais bon. Allez. Et là, je peux aller parler aux esclaves. De toute façon, j'ai que ça à faire, hein, puisque j'ai plus d'autres possibilités. Encore des icônes, hein, j'en ai 4. Genre, j'en ai 3 différentes. Donc, je pioche la 26 en parlant aux esclaves. Alors, vous avez remarqué que tous les matins, un groupe d'esclaves sort de la cité et revient en fin d'après-midi, chargé de pierres pour les constructions. Vous vous approchez d'eux juste avant leur départ. Les gardes viennent de les faire se ranger en colonne et attendent pour donner l'ordre d'avancer. Pour le moment, ils discutent entre eux et ont un peu relâché leur vigilance. Une jeune Maya vous observe de loin, puis vous fait signe d'approcher. Discrètement, vous tentez de parler avec elle, mais elle ne connaît ni l'espagnol ni le popoloca. À force de gestes, de grimaces et de dessins dans le sable, vous croyez comprendre qu'elle a un plan pour s'évader. Sa détermination et sa volonté vous touchent. Vous-même espérez tellement vous enfuir. Alors que la porte commence à s'ouvrir, les gardiens reprennent leur surveillance. Alors, je tente de m'évader avec eux ou je détourne l'attention des gardes. Putain, je sais pas quoi faire parce que là, je pense très sincèrement que si jamais ça tourne mal, je vais retourner Cortés et là, je suis mal barré. Détourner l'attention des gardes, je pourrais toujours dire que voilà, je ne savais pas que les autres étaient en train de s'évader. Tandis que tenter de m'évader, j'y vais vraiment, quoi. Et si ça se passe mal, en plus, je ne suis pas encore bien avancé dans l'aventure, je ne pense pas que ça soit un truc qui va me permettre de faire ce que je veux. Donc je vais retourner cette carte 26. Vous souriez à l'esclave Maya. Elle comprend tout de suite que vous ne l'accompagnerez pas, mais vous lui faites signe que vous allez l'aider. Alors que la porte vient de s'ouvrir, vous faites semblant de chuter lourdement sur le sol. Les gardes vous connaissent et vous montrent du respect. Ils savent que vous vivez chez Dona Alicia et que vous avez acquis un certain statut. Ils vous aident à vous relever et à vous asseoir sur une caisse de maïs. Vous percevez à ce moment-là du coin de l'œil 2 personnes se glisser derrière un rocher et s'éloigner. Les Espagnols ont déjà compté les travailleurs et partent immédiatement sans s'apercevoir de la supercherie. Vous avez réussi. Mais le soir, en apprenant l'évasion et votre présence sur les lieux au moment du départ, Cortés vous convoque. J'ignore si vous avez incité ou aidé les captifs à s'évader, mais je ne sais plus si je peux vous faire confiance. Ah bah, manque de bol. Retournez 27 si vous l'avez, sinon piochez 27. Défaussez 25 et cette carte 26.
Bah, je vais retourner la 27. Ah, ça craint. Moi qui voulais justement éviter ça. Putain, c'est pas de bol, hein. Alors, Cortés ne veut plus vous voir. Vous l'avez déçu et avez définitivement perdu sa confiance. Un capitaine qui doit rentrer en Espagne muni d'un message et d'or pour le roi souhaite vous épouser. Le chef des Espagnols accepte et vous voilà marié sans qu'on vous ait demandé votre avis. Votre époux est issu de la noblesse et possède de nombreux biens. Il vous installe dans une hacienda non loin de Séville. Vous avez une femme de chambre, mais vous sentez bien que le personnel vous méprise. Pour eux, vous êtes une sauvage. Vous avez du mal aussi à vous adapter à votre mari, un homme rude et intransigeant. Par ailleurs, vous souffrez de la curiosité des femmes espagnoles qui vous trouvent exotique et vous traitent avec condescendance. Votre pays vous manque cruellement. Parfois, vous vous échappez jusqu'à un cours d'eau et invoquez Taloc pour lui demander son aide. Mais votre terre natale est si loin, comment pourrait-il vous entendre? Vous avez perdu, rangez le jeu tel qu'indiqué au dos de la carte 70. Ah putain, je le crois pas. Ah, je le crois pas. Ah, donc il y a bien des pertes possibles dans ce jeu. Aïe, aïe, aïe. Un peu comme dans les Trois Mousquetaires, hein, que j'ai filmé l'autre jour. Il est possible de perdre la partie. Pourtant, j'ai vraiment eu le sentiment de faire ce qu'il fallait. Donc, rester fidèle à ma tradition ne m'a pas porté chance le moins du monde. Eh bien, écoutez, alors qu'est-ce que me dit la carte 70? C'est là que ça va peut-être être intéressant. Alors, si j'ai révélé des cartes avec le cadenas, je ne les rangerai pas, mais j'ai pas révélé de cartes avec le cadenas. Donc, franchement, c'est une partie merdique. Regrouper les tas, retourner toutes celles affichées en carré noir, retourner les cartes affichées in clean, retournez pas celles qui ont un cadenas, reconstituer le paquet complet. Donc en fait, c'est un reset total de la partie. Il se passera rien de plus. Bah, une des plus mauvaises que j'ai faites. Pourtant, j'ai essayé de, voilà, elle a essayé de suivre son destin, cette jeune femme. Alors, elle est pas, j'ai perdu au sens, j'ai pas obtenu une des fins, hein, on est d'accord. Pour autant, voilà, elle est mariée à un homme de la noblesse espagnole. Bon, elle est retournée à Séville. C'est pas génial, hein, tout ça. C'est pas génial, mais elle aurait pu avoir une fin pire, hein. Elle aurait pu être tuée, elle aurait pu être, voilà. Mais évidemment, ça n'est aucune des 5 fins. Donc là, pour le coup, je vous ai un petit peu spoilé, bien sûr, comme à chaque fois qu'on joue à ce jeu, mais pas du tout orienté vers la fin qui pourrait être une des 5 fins. Donc vous avez encore les 5 fins à découvrir. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on recommence une partie comme j'ai fait avec les Trois Mousquetaires? Je ne le souhaite pas. Parce qu'après coup, j'ai regretté. Je pense que je vous ai dévoilé un peu trop du jeu dans les Trois Mousquetaires. Et pour info, je l'avais mis dans un post. C'est très important. Vous savez, j'étais frustré quand j'ai eu fini ma partie. Parce que je me suis dit, bon sang, mais comment on démarre cette partie? Et en fait, je me suis rendu compte, en le refaisant sur la table tout seul sans filmer, donc probablement un peu plus concentré, qu'il y avait un enchaînement d'actions à faire pour finalement réussir à aller sur une fin. Je ne vous donne pas la solution, mais l'astuce de base, hein, c'est ce que j'ai noté dans mon post, c'est de ne pas se précipiter à soigner D'Artagnan dès qu'on peut. Parce qu'en fait, vous vous souvenez, quand on soigne D'Artagnan, on le retourne, et du coup, on perd les 2 icônes d'épée qu'il avait. Euh, Enfin, pardon, quand il est blessé, on le retourne et on perd les 2 icônes d'épée qu'il avait. Et quand on le soigne, on les reprend. Mais quand on le soigne, on va perdre, c'est Constance, hein, qui peut le faire qu'une fois, et on va perdre les épées qu'elle a sur elle. Et en fait, il y a un enchaînement de cartes où si on soigne pas trop tôt D'Artagnan, on arrive à gagner le duel avec les mousquetaires contre les gardes du cardinal, et ça nous offre plein de possibilités derrière. Notamment le fameux sac de pistoles, hein, qui permet justement de d'aller dans la chambre d'Athos, etc. Enfin, on débloque pas mal de choses. Et en fait, dans ce qu'on débloque, quand on arrive à la fin, la carte fin nous demande, vous savez, le duel à l'auberge, le premier, là, où je l'ai fait plusieurs fois, là, j'y vais pas, je reste à l'écurie, et finalement, à un moment, dans ma dernière tentative, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai pris la carte et je l'ai retournée, au lieu de simplement aller piocher celle qui me demandait, ce qui était ce que je devais faire, hein, parce qu'elle était d'un côté qui me permettait rien d'autre. Et en fait, je l'ai retournée, et là, j'avais d'autres options, comme par exemple surveiller la bataille, etc., ce qui permettait de faire des choses. Bah, ce retournement de carte, on l'obtient justement comme récompense pour avoir fait une première fois la partie en entier. Et donc du coup on retourne la carte, donc quand on recommence la partie la deuxième fois, bah, on a une autre option lors du duel initial à l'auberge, et ça nous permet encore une fois d'aller plus loin, de débloquer une nouvelle fin, qui elle-même va nous donner de nouveaux avantages, et c'est à partir de là qu'en retentant la partie une troisième fois, et encore une fois en enchaînant bien les choses, on arrive à la fin idéale de cette partie des Trois Mousquetaires. Donc finalement, c'est vraiment
quelque chose d'assez extraordinaire qu'on arrive à faire comme ça en réessayant plusieurs fois. Et donc je me dis que là, voilà, hein, je range le jeu, j'ai perdu. Peut-être qu'à un moment donné, je vais le ranger aussi en perdant sur d'autres phases, mais je vais avoir des cartes débloquées et que ça va me permettre enfin d'atteindre une fin idéale. J'ai l'impression que c'est un peu la même mécanique. Bon, personnage n'est pas mort, donc je vais pas non plus pleurnicher, hein. Mais c'est vrai que ça laisse un goût amer, hein, quand même. On va pas se mentir de ne pas avoir réussi. Donc ce jeu nous offre effectivement des frustrations sur des choses qu'on n'arrive pas à faire, qu'on pourrait faire différemment, qu'il faut refaire pour peut-être y arriver mieux. Il y a vraiment des options particulières dans ces parties. Et je m'en rends de plus en plus de compte en faisant les différents scénarios. C'est pas simplement les choix qu'on fait qui comptent, c'est l'ordre dans lequel on les fait. C'est-à-dire que si je vais voir une carte avant une autre, bah, je vais peut-être déclencher un combo qui va me permettre plus tard de faire quelque chose de mieux que ce que je pouvais faire au démarrage. Donc vous voyez, c'est vraiment particulier euh, et, euh, et c'est ça qui donne tout le sel à ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a cette rejouabilité, il y a les fins multiples, il y a le fait que on ne... Comment dire, on doit enchaîner les choses d'une certaine manière pour y arriver. Enfin bref, ça donne plusieurs options. Et puis ce fait de rangement, hein, où on garde les cartes qui ont des cadenas sans les retourner, bon, c'était le principe des plumes sur les trois mousquetaires, qui permettent du coup effectivement d'aller plus loin et de réussir les choses différemment. Donc on a vraiment tout un tas d'options comme ça qui se combattent et qui font que la partie se déroule différemment et que vraisemblablement, de plus en plus, je me le dis, il faut refaire les parties comme dans les Trois Mousquetaires pour, sur chaque scénario, finir par obtenir cette fin idéale. Et ça nécessitera de la rejouabilité. Pas seulement se contenter de la fin qu'on obtient en disant tiens, j'en ai obtenu une parmi celles qui étaient possibles, mais il y en a probablement des meilleures. Donc c'est vraiment la mécanique cœur de ce Carte Aventura que je comprends au fur et à mesure que je fais les parties et les scénarios. Donc là, je ne vais pas refaire celui-là parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Vous avez vu que finalement, le seul enseignement que je tire de ce scénario, c'est que vouloir rester fidèle à ma population et à ma culture ne m'a pas porté chance du tout. Ça ne m'a pas amené, ne serait-ce que sur une fin. J'ai perdu. Voilà. Donc, est-ce à dire qu'il va falloir se convertir et servir l'occupant davantage? Ça me dérange un peu comme philosophie. Parce que je pense que la liberté, voilà, la liberté d'expression, la liberté tout court, de faire, de penser, de dire ce qu'on veut, c'est quelque chose d'important. De ne pas avoir une pensée unique, monocorde, comme c'est encore une fois trop souvent le cas aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, hein, voilà. Il y a des gens qui pensent savoir ce qui est bon pour vous et qui veulent vous l'imposer. Et qui disent voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. Nos gouvernants en sont un exemple typique. Voilà. Ils ont décidé comment les choses devaient se passer et ils pensent avoir la science infuse. Franchement, quand on voit l'état du pays aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de finances et de dette publique, hein, sans aller plus loin, on peut clairement se poser la question du bien fondé de cette doctrine. Et donc moi je suis farouchement attaché à ces valeurs de liberté, d'autonomie et de respect des valeurs et de ce qu'on nous a inculqué. C'est donc forcément dans cette optique-là que j'ai déroulé ma partie. Et ça ne m'a pas porté chance. Alors est-ce que les créateurs de ce scénario, j'ai peine à le croire quand même, veulent nous emmener sur une fin qui nécessiterait de se soumettre totalement à l'occupant? Ça m'étonnerait vraiment énormément. Donc probablement y a-t-il un chemin que je n'ai pas trouvé qui permettrait de faire cohabiter les deux, c'est-à-dire de ne pas me faire trop détester de Cortés. On a bien vu cette carte hein, qu'on retourne, elle est mortelle, hein. De ne pas me faire trop détester par Cortés, et puis d'avancer dans le scénario en essayant finalement d'obtenir cette liberté à laquelle j'aspire, parce que je serais bien curieux de connaître les fins. Donc là encore, j'ai envie de rejouer, hein. Comme je n'étais pas satisfait de la fin que j'avais obtenue dans Libération pour notre petite Normande, bah, j'ai envie de rejouer. Comme évidemment je n'étais pas satisfait, même si dans les deux cas j'avais quand même atteint une fin, de la fin que j'avais obtenue pour notre noble femme à Versailles, qui n'a vraiment pas eu la fin à laquelle elle pouvait rêver. J'ai vraiment l'impression d'avoir entrouvert une porte sur des possibles dans ces scénarios et de ne pas y être allé en fait, de ne pas avoir fait les bons choix. Peut-être que je n'ai pas été assez audacieux aussi.
Peut-être que je n'ai pas été assez rusé. Peut-être que je n'ai pas été assez prudent aussi à certains moments. C'est-à-dire que j'ai foncé tête baissée dans certaines options au détriment du reste. Donc vous voyez, c'est vraiment encore une fois, ce Carte Aventura nous fait explorer tout ça. Et je l'ai déjà dit sur une vidéo précédente, c'est très 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 différent d'un livre dont vous êtes le héros, où finalement dans le livre dont vous êtes le héros, il y a une fin. En général, c'est ça, hein. Dans le livre dont vous êtes le héros, il y a une fin. Il faut trouver le bon chemin pour aller à cette fin, qui est la résolution de l'histoire, qui est le déroulé correct de l'histoire, comme dans un film d'aventure. Mais il n'y a pas 36 fins. Il n'y a pas une fin meilleure qu'une autre. Il n'y en a qu'une. Et soit vous l'atteignez, soit vous mourrez. Un peu ce qui nous arrivait avec les Trois Mousquetaires dans ce mini-scénario que je vous ai joué l'autre jour. Là, c'est différent. On parle de construire un destin, je vous l'ai déjà dit. On parle de construire une éthique de vie. Quelles sont mes ambitions? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers quoi je vais? Est-ce que je vais réussir à faire les bons, à chaque croisement de ma vie, passer aux bons endroits pour atteindre finalement ma vie rêvée? Sur notre bonne vieille terre, combien de personnes peuvent dire qu'elles ont eu la vie dont elles rêvaient? Que leurs rêves d'enfant se sont vraiment réalisés. Alors on nous vante, oui, il faut suivre ses rêves, on va y arriver, c'est la persévérance. Ça, c'est des foutaises. On le sait très bien que tout dépend de ce qui va se passer. Tout dépend des personnes que vous allez rencontrer, du moment auquel vous allez les rencontrer, du contexte dans lequel vous serez. Il y a des personnes qui effectivement y arrivent très bien parce qu'elles ont rencontré au bon moment, dans des bonnes conditions, les bonnes personnes, et puis d'autres qui avaient autant de valeur, voire plus qu'elles, qui n'ont pas réussi à atteindre leurs rêves d'enfant parce qu'elles ont eu des bâtons dans les roues en permanence et qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, les obstacles qu'on a en face de nous conditionnent notre réussite ou notre échec d'une certaine manière. Alors oui, la persévérance aide à aller un peu plus loin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il ne faut pas rêver. Le monde idéal qu'on imagine quand on est enfant et le rêve de carrière qu'on a, le rêve de vie qu'on a, il est souvent très idéalisé sur un piédestal en fonction de lectures qu'on a pu faire, de films qu'on a pu voir, de choses qu'on a regardées à la télé, dans les actualités, ou même notre environnement immédiat qui nous a drivé sur des choses et on s'est dit ah, je veux faire ça, je veux arriver à ça. Et en fait, bien souvent, on s'en rapproche, évidemment, on n'est pas non plus à des années-lumière, hein, mais on n'atteindra que très rarement le Graal auquel on aspire, parce qu'il nécessite tout un tas d'événements, de relations, de chance aussi parfois, et puis de ne pas faire des erreurs, tout simplement, puisque des fois on se trompe. La preuve, j'ai suivi mon intuition et je me suis trompé. Donc peut-être qu'elle n'était pas la bonne et qu'elle a été mauvaise conseillère pour moi. On se trompe. Et en ce sens, je vous ai dit, hein, quand on a fait le tout premier scénario de Carte Aventura sur l'assa, on parlait du karma. Moi, je crois réellement à ce karma et à ces réincarnations et à ces vies multiples où on apprend de ses erreurs passées. On ne se souvient pas de la vie qu'on a eue, mais on a des réminiscences et peut-être des signaux d'alerte qui nous disent « Ah, là, attention, ne fais pas ça, ça va mal se passer. » Vous savez cette impression de déjà-vu que vous avez quand vous vous retrouvez dans des situations où vous dites « Mais c'est pas possible, j'ai déjà vécu ça. » Et pourtant, dans votre vie actuelle, c'est pas le cas. Tout est là pour vous prouver que c'est la première fois que vous vivez cet événement. Et pourtant, vous avez quelque chose qui vous dit j'ai déjà vécu ça. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'est votre ancien karma qui se rappelle à vous et qui vous dit ne fais pas cette erreur. Eh bien, cette rejouabilité de Carte Aventura, elle nous permet justement d'explorer ces karmas et d'apprendre de notre expérience et de dire je vais faire différemment. Je vais faire différemment et en faisant différemment parce que je sais que ça n'est pas forcément la meilleure option. Je ne me souviens plus pourquoi, mais je sais que c'est pas la meilleure option. Je vais prendre un autre chemin et de chemin en chemin comme ça, à un moment donné, je vais atteindre la fin idéale, c'est-à-dire mon rêve de vie, ce qu'on appelle le nirvana hein, dans la religion qui aborde ce thème du karma, c'est le nirvana, c'est-à-dire ça y est, je vais arrêter mes réincarnations parce que j'ai atteint la fin idéale. Waouh, c'est quand même... ça titille, si vous voulez. Moi, j'ai beau, encore une fois, être catholique de confession, et donc voilà, bon, tu vas mourir, si tu as mené une belle vie, si tu as été respectueux de tout, tu atteindras le paradis, ce sera le monde idéal. Mais est-ce qu'il y a une gradation? Excusez-moi, on déborde un peu sur de la philosophie, mais j'avais envie de le faire parce que ce jeu s'y prête. Est-ce qu'il y a une gradation dans l'atteinte de ce paradis, de ce bonheur éternel, de la vie éternelle? Est-ce qu'il y a une gradation? Est-ce qu'il y en a est-ce que tout le monde le mérite de la même manière?
Est-ce qu'on a fait vraiment ce qu'il fallait pour y arriver? Ou est-ce que, à l'instar de ce qui peut se passer des fois quand on va baisser les notes pour permettre à des élèves d'avoir le bac, on va rabaisser le niveau d'exigence en disant bon allez, tu passes quand même. C'était pas attention, hein, je te mets un avertissement, mais tu passes quand même. Là, le karma, il n'y a pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas atteint la fin parfaite, vous recommencez une nouvelle vie. Donc vous réapprenez, vous tirez parti de vos enseignements encore une fois passés, et puis vous essayez d'atteindre la bonne destination, la bonne solution. Et c'est seulement quand vraiment vous avez été parfait, que vous avez été exemplaire en quelque sorte, que votre karma vous autorise enfin à atteindre ce nirvana, et qui là, c'est vraiment l'apothéose, quoi. Donc il y a quand même un système de mérite, en fait, là-dedans, si vous voulez. Un peu comme les vertus qu'on abordait hier dans Popper's Ladder quand on a fait notre partie, voilà. Je suis pauvre, normalement je ne mérite pas d'atteindre un poste à responsabilité, et pourtant je le mérite peut-être autant que quelqu'un de beaucoup plus rotor qui de par sa position va y arriver. N'y voyez pas d'analogie avec une situation réelle existante dans notre pays actuellement, même si au fond de moi je le pense sincèrement. Mais en tout cas, voilà, je l'aurais mérité davantage. Mais il va falloir que je le prouve et que je sois valeureux et que j'arrive à des choses extraordinaires. Donc, ben, c'est un peu ça, quoi. Et ce jeu, encore une fois, illustre vraiment ça. Donc voilà, je suis désolé d'avoir fait une digression, mais comme la partie avait été très courte, je me suis dit que sur mon timing habituel où je me donne 1 heure à 1h30 pour mes vidéos, là on était à peine 30 minutes quand on a perdu, je pouvais me permettre de faire une petite digression. Parce que je trouve que c'est intéressant d'aborder ces thèmes philosophiques et de se poser les bonnes questions. Et interrogez-vous individuellement sur votre vie. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'avez-vous fait? Que n'avez-vous pas fait? Jusqu'où ça vous a amené? Est-ce que vous êtes satisfait de votre chemin de vie? Alors, il faut jamais avoir de regrets, hein. Il faut pas se dire, oh là là, ma vie est pourrie, j'ai tout raté. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais est-ce que je n'aurais pas pu faire mieux? Parce que si vous croyez à cette réincarnation et ce karma, vous vous préparez pour la prochaine étape. Vous vous préparez pour votre prochaine vie et ce qu'elle va vous amener. Et c'est exactement ce que je ferai quand je rejouerai à ce Carte Aventura Mexica. Je me préparerai à une nouvelle itération avec Cortés et je vais aborder les choses complètement différemment de la première fois pour voir où ça me mène, me voir déjà si ça me permet d'atteindre une fin, non pas ce pseudo-échec là, où même si je vais avoir une vie confortable, attention, elle est plus esclave au sens travaux forcés, elle est sûrement esclave de sa vie, hein, avec ce noble là et tout le monde qui la méprise, c'est pas forcément mieux, hein, dans l'absolu, mais en tout cas elle est riche, elle vit dans le confort, c'est plus la vie qu'elle menait là-bas, mais elle a quitté son pays, elle a perdu ses racines, c'est pas mieux non plus. Donc voilà, c'est pas la fin idéale. Il faut essayer d'en atteindre une vraie, et c'est ce que je ferai, mais en ayant cette philosophie de karma en tête et de recommencement. Évidemment, je ne filmerai pas ces parties devant vous parce que, encore une fois, je ne veux pas vous spoiler si vous achetez le jeu. Donc, vous découvrirez ça par vous-même si vous avez envie. Moi, mon propos sur chaque scénario de Carte Aventura que je vous filme, c'est de vous faire découvrir le scénario un petit peu, le thème de l'histoire, et que vous puissiez savoir quelle boîte vous intéresse ou pas, quelle boîte vous avez envie d'acheter pour les explorer de fond en comble, c'est-à-dire les rejouer, rejouer, jusqu'à atteindre la fin parfaite et explorer les différentes fins alternatives possibles. C'est ça mon propos. C'est pour ça que chaque partie ne sera filmée qu'une fois. Et il nous reste encore à explorer le monde des caravanes de nomades, ce scénario qui se passe, comment dirais-je, euh, dans les années 20 à Hollywood, qui m'intrigue beaucoup, j'ai envie de le tester, celui-là aussi avec vous. Et puis j'ai deux boîtes un peu plus grosses, hein, qui sont en 3 épisodes chacune, qui sont prévues pour être jouées avec un public plus jeune, des enfants. Mais ça ne me dérange pas. J'ai envie de vous montrer ça aussi. J'ai envie de vous montrer comment on peut jouer avec ses enfants. C'est important de partager des moments avec ses enfants. Ils grandissent tellement vite. On n'a parfois pas le temps. Et c'est trop tard, encore une fois, quand on s'en rend compte. Donc profitez de ces moments avec vos enfants. Jouez avec vos enfants. Mettez sur la table des jeux qui peuvent leur plaire et on explorera donc ces deux boîtes. La première traite du sujet des pirates. C'est un thème qui me plaît énormément aussi, la piraterie. Voilà, j'adore cette thématique. Et puis l'autre n'est pas inintéressant non plus puisqu'on sera, je pense, sur une partie d'archéologie dans l'Égypte antique. Donc ça aussi, ça promet d'être passionnant. Voilà, dans les jeux que je vais filmer dans les jours qui viennent, j'ai en tête, mais il faut que je sorte de la naphtaline, de vous filmer Axis Analyze D-Day.
Donc c'est pas un jeu solo, mais il est fait par un système de card driven qui permet quand même de jouer les deux camps à tour de rôle en ayant quand même une relative, comment dirais-je, surprise de ce qui va se passer. Et donc ça permet quand même d'être joué à deux, enfin en solo. Mais normalement il est prévu pour être joué à deux. Donc il y aura celui-ci. Il faudrait que je vous fasse une partie d'un jeu que j'ai. C'est un jeu d'enquête. Ça s'appelle Mortum Enquête médiévale. Donc c'est pareil, c'est avec des cartes. Il a l'air très sympathique. Donc j'ai envie de le tester avec vous. J'ai en tête, je ne sais pas quand je le ferai, de vous faire une partie de Set a Watch. J'ai récupéré l'intégralité avec un mode campagne aussi. Donc j'aimerais vous faire découvrir. Voilà, on a le jeu de Rainer Knizia sur le Seigneur des Anneaux qui permet de revivre toute la trilogie. C'est un jeu, voilà, un plus de type Eurogame, mais qui est très sympa. Celui-là aussi, j'ai un jeu sorcellerie sur les sorcières. Pour revenir sur les jeux militaires, j'ai Junkers 87 Stuka S. Donc c'est pareil, un jeu où on incarne un pilote de Stuka pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée allemande. J'aimerais vous le faire découvrir. Enfin bref, j'ai pas mal de choses. Je regarde mes étagères régulièrement, je me projette, j'essaye de voir. Donc n'hésitez pas dans les commentaires aussi à me dire quel est le jeu qui vous plairait le plus. À chaque fois, ça m'oblige à faire de la relecture de règles, parce que c'est des jeux, j'en ai un tellement grand nombre que je les sors de temps en temps les uns les autres et que bien sûr, quand on n'y a pas joué depuis longtemps, il faut relire les règles. Donc dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent et puis on essaiera de sortir ça de la naphtaline, moi de relire les règles et puis de vous filmer une partie. Mon idée est vraiment de vous faire découvrir autant de jeux variés que possible. Alors même si là, sur Carte Aventura, on a l'impression d'être toujours sur la même mécanique, mais oui et non. Parce qu'en fait, on est sur la même mécanique de gestion des cartes, mais après, vous voyez, à chaque fois, il y a des trucs particuliers. Là, ces icônes à la noix, là, avec les personnages un peu aztèques, là, je suis persuadé que ça a un rôle dans la partie, et je ne l'ai pas vu à aucun moment. Puisqu'on remettait les cartes, je ne sais pas du tout quelle est cette mécanique, ils ne me l'ont pas expliqué et je ne l'ai pas atteint. Donc j'ai vraiment une grosse frustration sur cette partie, où j'ai l'impression de ne pas avoir du tout compris comment cheminer dans ce scénario. Et il va falloir que je me le réapproprie aussi. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup digressé, je m'en excuse, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Vous le savez, si vous commencez à regarder les vidéos sur ma chaîne, j'aime évidemment vous partager ma passion ludique, mais aussi vous faire prendre de la hauteur sur les expériences de vie, les miennes bien sûr, qui ne valent que ce qu'elles valent, ce sont les miennes, mais voilà, vous permettre de les partager, de vous donner une idée pour vous interroger sur vous-même aussi. Où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et vous verrez quand vous prendrez de l'âge comme moi, puisque j'ai 58 ans aujourd'hui, voilà, pour être tout à fait transparent avec vous. Et donc forcément, voilà, la retraite et le troisième âge approchent, comme on dit. Alors, j'ai du mal à m'y faire à ce terme, parce que je me sens encore très jeune dans ma tête, la preuve, je suis très joueur. Mais par contre, on commence à regarder un peu en arrière et à s'interroger sur ce qu'on a fait. Et on commence aussi à se projeter sur et après, qu'est-ce qui va se passer. On ne peut pas s'en empêcher, ça c'est humain. Et donc forcément, voilà, ces jeux-là me font cheminer ça aussi. J'ai commencé, moi, à titre personnel, à écrire mes mémoires. J'ai bien avancé, je suis content de ce que j'ai couché sur le papier, à peu près 120-130 pages, qui racontent ma vie depuis le départ. Et je trouve que c'est génial à faire. Je vous invite à le faire, faites-le. C'est un pèlerinage émotionnel en arrière qui est incroyable, alors qui va vous demander beaucoup d'énergie mentale et de courage, notamment sur certaines étapes compliquées de votre vie, qu'il est parfois pénible de coucher sur le papier, mais nécessaire. C'est aussi une bonne thérapie, je pense. Et ça nous prépare aussi dans le karma à se dire, voilà, je fais mon bilan, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, comment je ferai mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle expérience à faire. Donc je me projette dans tout ça et je suis vraiment dans cette philosophie actuellement de penser à ces sujets. Et c'est pour ça que je prends du plaisir à faire ces parties de Carte Aventura, parce qu'elles m'amènent sur cette thématique en permanence et elles me challenge. Elle me challenge sur mes choix. Parce que tous les choix que je fais dans mes parties, je les fais en fonction de qui je suis aujourd'hui, de ma personnalité. Moi, si j'étais à la place de cette personne, mais avec mon vécu à moi, je ferais ça. Alors des fois, je suis un peu influencé par le scénario, mais je ferais ça. Et du coup, ça me questionne, puisque les scénaristes ont écrit les scénarios d'une certaine manière, ça me questionne sur la pertinence de mes réactions ou de mes actions. Est-ce que je fais les bons choix? Voilà. Et encore une fois, on revient à cette thématique. Bon, je ne vais pas digresser davantage aujourd'hui, mais voilà, j'avais envie de cette petite fenêtre ouverte avec vous pour en parler un peu plus longuement. On l'a effleuré sur des vidéos différentes.
Notamment, on l'avait dit quand on avait fait The Pursuit of Happiness, hein, vous vous souvenez, j'en avais parlé dans mon bilan, puisque ce jeu-là, pour le coup, nous amenait à vivre une vie, hein, clairement, hein, avec tous les choix qu'on faisait, les objets qu'on collectionnait, les personnages qu'on rencontrait, les actions, les voyages, etc. Puis de se dire, est-ce que j'ai réussi ma vie ou pas? Alors, sur un timer très serré, hein, sur le plateau de jeu. Donc c'était intéressant. Et du coup, on a abordé plusieurs fois dans mes vidéos, j'ai abordé avec vous ces sujets. Moi, je trouve intéressant je trouvais intéressant aujourd'hui, sur cette partie, encore une fois, qui a été très courte, de prendre un peu de temps pour en parler avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimeriez, au-delà des jeux, que de temps en temps, on fasse une vidéo un peu philosophique comme ça, où on s'interroge sur qui on est, le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous attend, ou qu'on aborde de façon beaucoup plus détaillée des thématiques comme la Seconde Guerre mondiale, hein, que je vous ai fait en prélude sur mes vidéos historiques, où je vous ai fait à chaque fois un contexte historique. Est-ce que vous avez envie qu'on aille plus loin? J'ai beaucoup d'ouvrages sur la question. Est-ce que vous aimeriez que de temps en temps on fasse une vidéo qui soit pas un jeu, mais où on aborde une bataille de la Seconde Guerre mondiale, on la décortique ensemble, voilà, à la lueur des ouvrages que j'ai et des connaissances qui sont les miennes? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Je sais que vous avez été nombreux à regarder ces vidéos, donc je suppose que vous êtes soit intéressé par les jeux, soit par l'histoire, hein. Il y a beaucoup d'histoire, hein, même là-dedans, c'est de l'histoire historique. On est avec les conquistadors, donc j'ai beaucoup abordé des thèmes historiques dans les jeux que j'ai fait avec vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous aimeriez qu'on aille plus loin? Est-ce que vous aimeriez, parce que je suis passionné de champignons, je vous ai filmé la partie de Undergrove, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une petite vidéo sur les champignons comestibles pour que vous puissiez les ramasser sans crainte en forêt? Parce que voilà, je m'y connais bien. Enfin, ouais, j'ai plein de choses à partager avec vous et je suis dans cette envie en ce moment, et je le vois sur ma chaîne qui va peut-être évoluer un peu dans ce sens aussi, de partager mon expérience de vie, de partager mes connaissances, de laisser quelque chose derrière moi à ceux qui vont continuer pour qu'ils puissent s'en inspirer sur leur propre karma, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, je referme la parenthèse. Vous avez les commentaires, vous pouvez me dire tu nous emmerdes avec tes pensées philosophiques, on n'a pas envie d'écouter ça, il n'y a pas de souci, je l'entendrai, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vous pouvez me dire oui ça m'intéresse, et vous pouvez me dire ça m'intéresse et j'aimerais que tu développes ça, ou j'aimerais que tu nous fasses de temps en temps une petite vidéo spéciale sur telle thématique. N'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Si je vous le propose, c'est que ça me fait envie et que je suis content de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.